Merci pour l'invitation. Et puis merci d'être resté. Voilà, le titre à peu près explicite, je pense. Je vais vous parler du Bureau des longitudes. Voilà, ça fait écho à un projet qu'on mène aux archives Poincaré et puis avec d'autres laboratoires comme le Centre François Viette autour de la valorisation des procès-verbaux de cette institution. Voilà. Bon, alors voilà, je vais vous faire une présentation plutôt chronologique, avec quelques éléments d'introduction, non pas pour vous présenter toute l'histoire du Bureau des longitudes, mais pour vous donner quelques éléments de cadre pour fixer cette institution. Voilà. Alors, le Bureau des longitudes est créé en 1795 avec le projet de l'abbé Grégoire de reprendre la mer aux Anglais. Voilà. Donc c'est un projet qui a une histoire, bien sûr. C'est un projet post-révolutionnaire. Et en arrière-plan, bien sûr, il y a le Board of Longitude qui a existé un peu avant. Alors, il y a eu plein de membres prestigieux au sein de ce Bureau des longitudes. Beaucoup d'entre eux sont connus, beaucoup appartiennent aux sciences mathématiques en général, mais pas que. Et donc, on a des explorateurs, des navigateurs, des fabricants d'instruments et des gens peut-être un peu moins connus. Hein. Là, vous n'avez pas tous les noms. Voilà. Les missions du bureau. Alors, elles ont évolué au cours du temps. Pendant la Première Guerre mondiale, le bureau est régi par les décrets de 1874, que vous voyez à peu près ici. Voilà. Donc, grosso modo, perfectionner les diverses branches de la science astronomique et de leur application à la géophysique, la navigation, la physique du globe, etc. L'organisation de missions d'expédition, voilà, et d'expéditions lointaines de navigateurs, notamment pour des mesures géodésiques. Voilà. Et puis aussi une obligation de publier des ouvrages dont on ne sait pas trop si ce sont des revues d'ailleurs, ça c'est une autre question, comme la connaissance des temps, au moins 3 années à l'avance, l'annuaire du Bureau des longitudes, et alors c'est pas pendant toute la période d'existence du bureau, les annales du Bureau des longitudes. Alors on a un service d'archives, une bibliothèque, il y a un bureau des calculs qui est dirigé par l'un des membres titulaires du bureau. Et puis, on se réunit une fois par semaine, et durant la Première Guerre mondiale, on se réunit tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption du bureau durant la guerre, et c'est généralement les mercredis après-midi. Voilà, donc les membres en voie délibérative, ce n'est pas très important. Voilà. Alors, ce qui est important, vous ne voyez pas grand-chose là, c'est un peu trop pixelisé. Ce qui est important, c'est que le Bureau des longitudes n'est pas un bureau des longitudes. Déjà à sa création, la question de la longitude a déjà été résolue. Voilà. Donc ça s'appelle Bureau des longitudes par référence aux Anglais, mais en fait, le Bureau des longitudes fait un peu tout. Hein. Le cadastre, les constantes physiques, les poids et mesures, les tables astronomiques, les éphémérides, les calendriers, la météorologie. C'est une institution qui est essentielle pour l'administration technique de l'État, voilà, et ses attributions sont très très variables. Si vous avez envie de regarder, si vous avez déjà regardé l'annuaire du Bureau des longitudes, vous verrez que c'est très varié. Voilà. Toujours pour des éléments de contexte, le Bureau des longitudes a eu un rôle international, notamment avant la Première Guerre mondiale, qui a été essentiel dans une multitude de domaines. Alors, je n'ai pas fait de liste exhaustive, mais si on s'intéresse, par exemple, à la constitution de l'Association géodésique internationale à Nice en 1887, les personnes que vous voyez là, avec le petit rond, sont des membres du Bureau des longitudes, ou vont devenir membres du Bureau des longitudes pour certains. Notamment, vous avez l'allemand, dont je vous reparlerai un tout petit peu par la suite. Toutes les questions concernant l'heure de Greenwich à partir de 1911 qui suscitent beaucoup de débats et qui sont très productives au niveau international, le Bureau des longitudes y a sa part. Et c'est quand même assez intéressant de voir 3 ans avant 1914 ce qu'on dit justement de cette constitution. Voilà. On peut dire que si l'horloge française consent pour une fois à retarder, c'est que cette concession marque un grand pas en avant sur le chemin sacré de l'union fraternelle entre tous les hommes. Voilà. Et donc on associe dans la presse le Bureau des longitudes à cette entreprise internationale. Autre élément de contexte, 1911, on a un congrès international des éphémérides astronomiques à l'Observatoire de Paris, et bien sûr, le Bureau des longitudes, qui a pendant longtemps, bien sûr, la gestion de l'Observatoire de Paris, voilà, et des autres observatoires en France, est associé bien sûr à ça, et les mêmes organisateurs, et vous avez notamment Bayot et Bigourdan qui y sont associés.
Voilà. Ça, c'est une histoire bien connue aussi, la révision de l'arc méridien de Quito. Donc on pourrait continuer comme ça, hein, vous voyez. Donc dans les années d'avant-guerre, le Bureau des longitudes et ses acteurs sont largement associés à ces entreprises internationales. Et puis il y a la question de la bibliographie scientifique, des bibliographies scientifiques. Et là, sans que ça soit... alors là, ça serait peut-être à explorer, hein, mais sans que ça soit une volonté très nette du bureau, mais là, je n'ai pas assez travaillé pour vous le dire, les acteurs du bureau sont parfois très, très actifs, justement, dans ces questions d'organisation bibliographique, notamment par le biais de Poincaré, entre autres, hein, mais ce n'est pas absolument le seul. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et ce que je vais essayer de vous raconter, c'est ce qui se passe durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire, grosso modo, à partir d'août 1914, et puis je vais aller jusqu'à la fin, hein, jusqu'en, grosso modo, novembre 1918. Alors, ma méthode, vous pouvez le faire vous-même, sauf que pour l'instant, vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Voilà. J'ai pris les transcriptions de tous les procès-verbaux de cette période, je les ai lus, je les ai dépouillés, et j'ai essayé de voir ce qu'on peut apprendre sur la manière dont la guerre intervient au Bureau des longitudes sur cette période-là. Voilà. Donc vous ne pouvez pas le faire parce que les procès-verbaux sont en ligne, mais on les met en ligne progressivement. Ces PV ne sont pas relus encore complètement, donc il faudra attendre un tout petit peu. Mais si vous les voulez, je vous les passe. Hein. Donc grosso modo, j'ai essayé d'exploiter les centaines de pages de procès-verbaux. Sur le site, ils sont en version numérisée et transcrits lorsque les transcriptions des années sont là. Voilà. Et l'ensemble du corpus, sur la période 1795-1932, c'est 22 000 images. Voilà. Donc, plus concrètement, quels sont les membres titulaires durant cette période? Alors, il y a des catégories de membres. Il y a les membres qui appartiennent à l'Académie des sciences. Il y a une partie des membres qui sont recrutés en tant qu'astronomes. Il y a ceux qui appartiennent au département de la marine, le département de la guerre. Il y a des géographes. Et puis des membres adjoints qui dépendent de l'Observatoire de Montsouris et ce qu'on appelle des artistes, c'est-à-dire des fabricants d'instruments. Et puis, je ne sais pas exactement si c'est pendant la guerre, mais ça a l'air assez net quand même, il y a des membres en service extraordinaire, pour le service géographique des armées, pour le service hydrographique, etc. Donc on a un bibliothécaire, et en 1914-1915, il y a une quinzaine de calculateurs qui travaillent là-dessus. Je fais un peu de teasing, Guy Boistel va bientôt sortir un bouquin sur les calculateurs du Bureau des longitudes, et vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur ce genre d'histoire. Voilà. Donc on a une population qui est relativement homogène, hein, beaucoup de gens se connaissent, souvent la même formation, bon, etc. J'y reviendrai. Alors, les membres titulaires actifs dans les discussions des séances sur ma période. Alors, il y a des noms que vous connaissez, je pense que vous-même vous les connaissez pratiquement tous. Andoyer, Appel, Bayot, Bigourdan, Deslandes, l'Allemand, Picard, je l'ai mis en rouge parce que lui, il est vraiment très très actif pour le coup dans les discussions. Et puis Joseph Renaud, qui est peut-être un peu moins connu. Voilà. Donc eux, c'est ceux qui interviennent vraiment beaucoup dans la période que j'ai considérée. Il y a des membres titulaires qui sont aussi présents dans les séances, de manière un peu épisodique, parce que certains sont en service justement extraordinaire du fait de la guerre. Vous avez Bassot, Carpentier, Darboux, voilà, Fournier, Guyou, Ami, et puis Hatt. Voilà. Alors vous voyez un peu les pédigrés, il y a des ingénieurs, il y a bien sûr des astronomes, des militaires bien sûr, etc. En d'autres termes, on a une quinzaine de membres titulaires durant cette période, une grande homogénéité institutionnelle, beaucoup sont membres de l'Académie des sciences, la moyenne d'âge est assez élevée, 63 ans en 1914, voilà. Le plus vieux c'est Hatt, il meurt d'ailleurs pendant la guerre, le plus jeune c'est Andoyer, et on a 4 membres qui meurent durant la guerre, outre Hatt, donc on a Bassot, Darboux et Guyot. Oui. On meurt au Bureau des longitudes. Alors, oui. Alors, on peut en sortir, mais généralement, c'est les pieds devant. Voilà, oui, voilà. Alors, on peut changer de statut, parce qu'on peut être membre adjoint à un certain moment et passer membre titulaire. Voilà. Je ne rentre pas tant dans les détails, mais oui. Alors, autrement, il y a des correspondants. Voilà, alors c'est des membres correspondants. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, mais regardez simplement les petits carrés. Voilà. Alors les membres correspondants, c'est des membres qui, à des titres divers, font partie du Bureau des longitudes, ne sont pas membres titulaires.
ne sont pas résidents à Paris la plupart du temps, et surtout, vous avez des étrangers. Et donc, vous avez Foerster, là, Overs, Berlin, c'est pas anodin, bien sûr. Et puis, vous avez Lecointe, qui a un rôle dans cette histoire-là, mais dont je ne vous parlerai pas trop, ça nous emmènerait un peu trop loin, on n'a pas trop le temps. Voilà. Mais en tout cas, pour Foerster, il y a une affaire avec lui, et donc je vous en parlerai. Voilà. Autrement, toujours pour situer le contexte, les présidents du bureau entre 1911 et 1920, vous voyez, alors ça tourne, hein, vous avez Bigourdan, Bayot, Delande, Carpentier, et puis Andoyer pour la fin. Voilà. Toujours pour préciser, et surtout pour achever ce contexte, bien sûr, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre dans laquelle il y a une mobilisation assez importante, voire totale, des mathématiciens. Donc, alors, Pinlevé n'est pas membre du bureau, hein, mais il joue bien sûr un rôle extrêmement important en tant que ministre. Picard, Appel, Bertrand, Hermite, Borel sont de la même famille, ça joue aussi beaucoup hein, dans cette histoire-là, et il y a une certaine forme d'homogénéité, pour ne pas dire plus, et de militantisme assez affirmé concernant la nécessité de la guerre chez ces personnes. Pour exemple, Paul Appel est président de l'Académie des sciences en 1914 et il décrète que ses collègues non mobilisés sont à la disposition du gouvernement pour aider à la défense nationale. Voilà. Et donc, il y a une forme de conformité. On ne trouve pas beaucoup de mathématiciens contre la guerre, quasiment pas, enfin, si ce n'est aucun. Voilà, il y a un bouquin là-dessus, je pense que vous le connaissez, donc je passe. Alors voilà, je vous ai situé un peu le contexte. Donc maintenant, je prends quasiment dans l'ordre chronologique et j'essaie de vous montrer ce qu'on trouve, justement, année par année, dans cette histoire. Alors en fait, il y a des aspects que vous connaissez certainement si vous êtes intéressé à la période, puisque vous allez retrouver des débats qui traversent notamment l'Académie des sciences, et d'ailleurs, souvent, c'est avec les mêmes, hein, notamment Picard. Alors les premiers mois de la guerre, donc j'ai pris à partir d'août-décembre. Alors, les points qu'on va voir apparaître très rapidement, c'est les expéditions scientifiques en cours. Il y a des personnes qui dépendent du Bureau des longitudes ou de l'Observatoire qui sont en expédition et ont fait état de leurs difficultés pour revenir sur Paris, hein, revenir en France, et notamment Aymar de la Baume de Pluvinel et puis François Croze qui est à Pulkovo à l'époque. Voilà. Très vite, la question de la situation administrative et financière est posée. Voilà, Bassot et Fournier sont rappelés à l'armée, donc ils ne peuvent pas siéger dans les séances. Le bureau des calculs perd un quart de ses effectifs. Il y a un blocage des dépenses superflues par le ministre. Donc, vous voyez à peu près le tableau. Les publications du bureau commencent à prendre du retard. Et puis, Andoyer s'exprime lors des séances en disant « Le bureau des longitudes exprime ses sentiments de vive sympathie aux calculateurs mobilisés et à tous ceux qui, insensibles à la perte de leur congé annuel, sont restés fidèlement à leur poste, redoublant de travail, etc. etc. » Voilà. Il y a une constante quand même au sein du bureau, c'est de protéger les calculateurs. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils n'aillent pas au front, ou lorsqu'ils y vont, d'être un peu mis à l'écart. Et au final, d'après ce que j'ai compris, il y a très peu de personnes qui sont affectées dans leur vie, en tout cas par la guerre. Et puis très vite, en octobre 1914, on voit apparaître des premiers enjeux diplomatiques. Andoyer, à cette période, s'exprime dans les PV et il dit, en gros, dans l'édition 1915 de l'annuaire, est-ce qu'on ne devrait pas laisser un blanc à la place des noms des correspondants allemands ? Voilà. Et donc, je vous ai mis simplement les listes des correspondants en 1915 et en 1916, et vous voyez qu'en fait, enfin, vous ne voyez pas justement, les Forster et Overs ont été supprimés. Donc c'est toute une histoire, parce que ça court durant pas mal de mois, cette histoire-là. Voilà. Et puis, bien sûr, au début de la guerre, il y a la question de l'appel des intellectuels allemands aux nations civilisées. Alors, c'est cet appel du 4 octobre 1914, qui est publié en allemand, qui est repris en traduction dans la revue scientifique le 14 novembre 1914. Vous en voyez quelques extraits, vous avez un peu le temps de lire, je ne vais pas vous le lire. Alors au départ, ce n'est pas au sein du bureau qu'on en parle, hein, c'est un peu tardif, mais ça suscite bien sûr une forte agitation, une forte mobilisation des membres de l'Académie des sciences notamment, et vous avez notamment Foerster qui signe cet appel des intellectuels,
Et vous avez dans le temps, le 29 octobre 1914, vous voyez à peu près, hein, donc c'est avant la traduction, une lettre de l'allemand qui est publiée, hein, une lettre de l'allemand à Forster, donc vous voyez un extrait. Laissez-moi vous dire ma profonde stupéfaction de trouver votre nom au bas d'un factum qui est bien l'une des plus extraordinaires accumulations de défis à la vérité que l'on ait jamais osé produire, etc. etc. Voilà. Donc il y a déjà des réactions, mais ce n'est pas au titre de membre du Bureau des Longitudes que l'allemand intervient. Et puis, Appel très très vite réagit dans un discours sur le conflit de deux civilisations, hein, dans une séance publique de l'Institut. Donc ça, c'est bien connu, donc je passe. On voit passer cette histoire-là un peu plus tard au sein du Bureau des Longitudes dans les procès-verbaux. Le 25 novembre 1914, on a la première évocation en séance de ce manifeste qu'on appelle le manifeste des 93. Et la discussion tourne autour d'une réponse ferme du bureau à travers l'effacement des noms des savants allemands dans les listes de l'annuaire. On va consulter les autorités ministérielles et donc on demande, et L'Huilliard, qui est vice-recteur de l'Académie de Paris, fait savoir que le bureau, en tant que rouage de l'État, ne peut pas prendre de son autorité privée une mesure qui ne serait pas approuvée par le gouvernement. Donc, c'est décembre 1914. Donc il y a un décret qui retire la Légion d'honneur au sujet allemand. Le bureau vote une motion, voilà, vous voyez, pour retirer le statut de correspondant à Overs, Foester et Weiss. Voilà, la motion est acceptée, mais ce n'est pas encore l'effacement. Hein, ça va revenir plus tard. Mais on voit déjà que le débat prend forme. Pardon ? Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. De mémoire, je pourrais vérifier, mais il ne me semble pas. Alors ensuite, il y a d'autres débats qui se mettent en place, toujours à peu près à cette période, la question de la centralisation des informations astronomiques. Alors ça, c'est vraiment important. Les informations astronomiques circulent mal, et en fait, pour aller très vite, l'organe principal de diffusion était depuis longtemps les Astronomische Nachrichten. En 1914, le journal est édité à Kiel. Il est dirigé par l'astronome allemand Hermann Kobold. L'observatoire de Copenhague est largement lié à Kobold par l'intermédiaire de son directeur Strömgren, et qui a co-dirigé la revue entre 1901 et 1907, et Kiel est situé non loin de la frontière allemande. Et donc on s'inquiète énormément de savoir si on peut avoir accès et de quelle manière aux informations astronomiques. Voilà. Alors, l'opposition du bureau, on envisage de former une entente entre les États-Unis, avec Pickering, la Grande-Bretagne et la Russie, pour contourner les Allemands. On demande l'avis du ministère, parce qu'on est dans une institution ministérielle. La réponse du ministère, sans doute par liard, hein, c'est qu'il faut demeurer prudent, car l'initiative de la France pourrait déplaire aux puissances neutres. Et ça va être un gros problème, justement, les puissances neutres, parce que les puissances neutres, on ne sait pas trop, justement, dans quel sens elles vont tourner à un moment ou à un autre. Voilà. Et très vite, Picard intervient. Hein, voilà, il est assez brut de décoffrage, je pense que vous connaissez Picard. Hein. Si maintenant on n'a plus de relations scientifiques avec l'Allemagne, on n'aura plus à l'avenir, même après la guerre. Voilà. Donc, grosso modo, pour ces premiers mois, la trame est à peu près posée. Hein. Ce qu'on voit de manière un peu succincte, là, c'est quelque chose qui va prendre vraiment beaucoup d'importance par la suite dans les autres années. Il y a les difficultés matérielles et financières qui sont là, mais le bureau entend montrer son utilité au pouvoir public. Donc promouvoir la science française, ça va jusqu'à faire de l'histoire des sciences et à promouvoir une histoire des sciences française, voilà, et une histoire du bureau. Participer à la défense nationale, alors à travers les attributions du bureau, la cartographie, la géodésie, la navigation, surtout la mesure du temps. Et puis aussi, organiser le travail scientifique international sans les puissances centrales, bien sûr, et en se méfiant au maximum des pays neutres. Voilà. Et donc les associations internationales dont je vous ai un tout petit peu parlé avant sont un enjeu majeur. Hein. Et donc dans cette histoire-là, on voit très nettement qu'il y a un poids des individualités, il y a des positionnements qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc si on regarde un peu ce qui se passe dans les discussions, Picard, Appel, Renaud, Andoyer, l'allemand sont assez virulents. Bayot est très nettement modéré dans ces discussions-là. Voilà. Bayot, à l'époque, il est notamment directeur de l'Observatoire de Paris. Alors, si on prend maintenant l'année 1915, là, c'est un peu le calme plat quand même. Alors, je m'attendais, en dépouillant toutes ces sources-là, à voir passer des évocations des grandes batailles, des grands événements de la guerre. En fait, rien du tout, sur toute la période, de toute manière. Et 1915, c'est assez calme. Hein.
Alors, on a bien sûr quand même des échanges à visée militaire, peu nombreux. Alors, je vais passer, mais Fournier fait une conférence sur la situation militaire de la France. Ferrier fait une conférence sur les moyens de préciser les lieux d'émission entendus de 3 stations à l'aide de microphones spéciaux. Voilà, donc c'est le repérage. Voilà. On retrouve des instruments scientifiques dans les tranchées, donc on essaie de les examiner. Voilà. Renaud s'intéresse beaucoup à ça. Et puis il y a des questions d'intendance avec la guerre, hein, en lien avec la guerre. On veut mettre des rideaux noirs aux fenêtres du bureau des calculs, voilà, pour les bombardements. Et puis, bon, je passe sur certains aspects, mais surtout, il y a une question qui commence à apparaître, c'est la question du secret des séances. C'est-à-dire, on se dit qu'on doit interrompre les séances quand la porte est ouverte ou quand il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce. Il y a la question de la confidentialité des échanges qui se pose de manière très nette. Hein, voilà. Alors il y a une discussion assez longue là-dessus. Voilà. Il y a aussi la question de savoir comment on va s'entendre entre pays alliés. Alors il y a le cas du Nautical Almanac et du Berliner Astronomisches Jahrbuch en janvier 1915. Hein. Le bureau, par exemple, se demande quelle position adopter face à l'attitude de Philipp Herbert Kowel, qui est superintendant du Nautical Almanac. Le téléphone fonctionne très bien. Alors, je ne sais pas s'il est arabe, mais en tout cas, il fonctionne très bien à l'époque. Il y a des réseaux. Et on apprend très vite par les réseaux des membres du bureau que Kowel aurait accepté de communiquer des informations astronomiques à Köhn, directeur du Berliner Astronomisches Jahrbuch. Et il attendrait pour la préparation des éphémérides de 1919 des informations du Rheinisches Institut de Berlin. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de pratique ? Est-ce qu'on doit faire confiance à nos alliés s'ils sont dans ce type de négociation? Voilà. Je crois que c'était un Américain. Ils n'étaient pas encore en guerre, oui. Il y a un retour du problème de la radiation des membres aussi en janvier-avril 1915. Ça dure longtemps, hein, cette histoire. Hein. Il y a eu une discussion à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. En janvier, Andoyer affirme que la radiation s'impose pour les membres étrangers, ne serait-ce que pour avoir l'air sérieux aux yeux des militaires. Voilà, là, c'est un enjeu. Hein. Le 17 mars, on consulte Lucien Poincaré, qui est directeur de l'enseignement supérieur, et une fois de plus, au nom du ministère, il y a une position de prudence qui est nettement affichée. Bon, ça prend un peu de temps. Finalement, en avril, Förster est radié des listes des membres du bureau, mais Bassot, qui est présent à cette réunion, fait la remarque suivante au sujet de la radiation. Monsieur Förster ne pouvant être prévenu du nouvel arrêté ministériel qui le concerne, il se peut qu'il se présente après la guerre à l'une des séances du bureau, suivant l'invitation qui lui a été faite lors de sa nomination. L'incident sera alors fort délicat à résoudre. Vous voyez à peu près... voilà. Alors, autrement, il y a un projet de réorganisation des publications du Bureau des longitudes. Hein. Bon, alors il y a les pénuries de papier, bien sûr, il y a des coûts économiques qui sont importants. Et donc on commence à envisager pour l'annuaire une division en 2 parties. Bon, je passe sur les détails. L'enjeu, c'est quand même de continuer à publier l'annuaire parce qu'en fait, on publie des milliers d'exemplaires de l'annuaire. Et il a une utilité vraiment importante pour la navigation, alors militaire, mais aussi commerciale. Voilà. Et donc, ça doit se faire en accord avec l'imprimaire libraire, qui est Gauthier Villard, et en accord avec le gouvernement. Voilà. Alors, il y a tout un projet, justement, de refonte de l'annuaire. Et vous voyez ce petit tableau-là, où je vous ai mis l'évolution du nombre de pages. On voit que ça baisse beaucoup durant cette période. Et puis surtout, c'est quand même assez surprenant de voir qu'on insiste beaucoup sur l'annuaire du Bureau des longitudes. Et à un moment, on voit passer dans les procès-verbaux cette mention « Monsieur le Président attire l'attention de ses collègues sur l'utilité qu'il y aurait à trouver pour les séances hebdomadaires aliments réguliers. » En gros, il n'y a pas grand-chose pour alimenter les séances et pendant quelques mois, l'annuaire occupe pas mal les séances parce qu'on ne sait pas de quoi parler, hein, manifestement. Et ça prend des pages et des pages. Voilà. Donc d'août à septembre, en fait, la guerre n'apparaît quasiment pas dans les séances. Et pourtant, on se réunit régulièrement. Voilà. Alors, le point de rupture, c'est l'année 1916, où là, la guerre revient avec l'enjeu de l'heure d'été. Voilà. Alors, on n'est pas si loin de notre actualité, par certains côtés. Alors, je vais aborder ça, mais il y a d'autres débats qu'on voit passer cette année-là.
Premier débat, est-ce qu'on a le droit d'acheter un livre allemand? Voilà, en février-mars 1916. Voilà. Est-ce qu'on a le droit et comment est-ce qu'on peut faire pour le recevoir si on a envie d'en avoir un? Voilà. Alors Picard s'élève avec force contre tout achat, il faut que le bureau renonce à cet achat. Bayot, il est à peu près d'accord, mais Renault affirme que le service hydrographique continue à recevoir des ouvrages. Donc on n'est pas dans les mêmes pratiques selon les institutions. La question revient en mars. Une circulaire du ministère des Finances autorise l'admission sous réserve de visa de l'inspecteur de la librairie de livres, journaux et publications, etc., d'origine allemande, n'ayant pas de caractère commercial. Et donc au final, on se dit qu'on a le droit. Mais dans les procès-verbaux, on raye la mention à la discussion sur les achats. Et c'est inscrit dûment qu'on va rayer ça des procès-verbaux. Malheureusement, les procès-verbaux, on les a encore. Voilà. Il y a des affaires militaires, je vais aller vite, on s'interroge sur la propagation du son dans l'air, on discute de l'explosion du fort de Montfaucon en 1906 à Besançon, qui avait provoqué une déflagration qui s'était entendue à des kilomètres à la ronde, et ça intéresse pas mal les membres du bureau. On parle des expériences de tir avec des obus qui viennent d'Amérique, voilà, etc. Et puis surtout, il y a un combat vraiment structuré et assez long contre l'heure d'été, et donc l'avancement de l'heure légale, et ça commence en avril-juillet 1916. Alors en fait, ça commence avec le projet d'André Honorat, en avril, qui est député et qui propose d'avancer l'heure légale d'1 heure à partir de l'été pour faire des économies d'éclairage. Alors le bureau est totalement contre cette initiative, parce que bien sûr, il a été au centre des processus internationaux d'unification de l'heure. Alors, les questions qu'il pose, qu'en pensent les alliés anglais et italiens? Quelles conséquences économiques et scientifiques? On craint des catastrophes dans les transports et un trouble essentiel dans les relations internationales. Voilà. Et à cette époque-là, les Français du Nord vivaient déjà à l'heure allemande? Certainement. Là j'ai pas révisé. Là, il y a certainement... Oui. Mais en tout cas, c'est vraiment la question centrale qu'on se pose. Alors le bureau décide de demander que le projet de loi soit reporté et décide de présenter une note à l'Académie des sciences. Et l'arrière-plan, alors c'est quasiment la seule relation que je vois que j'ai trouvée avec des batailles ou ce genre de choses. À un moment, on dit que durant la bataille navale du Jutland, aucune des nations belligérantes n'était réglée sur la même heure. Et donc l'enjeu de l'heure internationale, parce que l'heure au port et l'heure en mer, c'est pas la même. En plus, les conventions ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Voilà. Alors, c'est très long, on ne va pas tout lire, je vous rassure, mais il y a un vœu du Bureau des longitudes qui est émis concernant l'heure légale, le 12 avril 1916, et donc le Bureau souhaite qu'aucun changement ne soit apporté au régime actuel de l'heure, et subsidiairement, pour le cas où l'on croirait devoir passer outre aux objections ci-dessus, que ce changement ne soit pas opéré sans une entente préalable avec les États alliés et neutres ayant adhéré à la conférence internationale de l'heure. Voilà. Et en fait, quand on commence à suivre ce fil-là, on se rend compte que ça dure très longtemps. Voilà. Alors, le temps, 19 avril 1916, voilà, dans la presse, on fait état de l'Académie des sciences et du débat autour de ça. La question de l'heure revient en avril 1916. Voilà. Il est question des positions du bureau. Il est aussi question de Painlevé, qui a bien sûr eu une importance en tant que ministre. À l'époque, il ne l'est pas encore. Voilà. Voilà. Et puis, le changement de l'heure, vous voyez cet article-là, le Bureau des longitudes s'est occupé dans sa dernière séance du projet de loi relatif au changement de l'heure, soumis actuellement au Sénat, et il a émis le vœu suivant, voilà. Et il est à remarquer que le Bureau des longitudes ne formule aucune protestation contre le nouveau changement proposé cette année, il se borne à demander que l'œuvre de l'unification internationale de l'heure, voilà, etc., soit respectée. Et ça continue. Là, on est en mars 1917, donc j'ai un tout petit peu anticipé. Le bureau, par l'intermédiaire de l'allemand, se félicite de son succès au Sénat. Et pourquoi? Parce que pendant la durée de la guerre, et jusqu'au décret fixant la cessation des hostilités, le gouvernement est autorisé à avancer d'1 heure par voie de décret en France et en Algérie, etc. Mais pendant la durée de la guerre. Et donc le bureau est très content d'avoir réussi à limiter, justement, l'instauration de l'heure d'été par une loi non automatique et lui conférer un caractère provisoire. Voilà. Renault va publier
un pavé énorme sur l'avance de l'heure légale. Ça fait plusieurs dizaines de pages, hein, justement dans le bureau des longitudes, pour justifier ce genre de positionnement. Donc il y a vraiment un engagement très très fort. Et puis on a un combat institutionnel qui dure longtemps, voilà, dont on a encore des échos dans la presse en mai 1917, par le biais des débats au Sénat. Et en fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est que grosso modo, il y a des combats qui se font, c'est des combats institutionnels, mais avec les mêmes acteurs pratiquement. Voilà, donc je vais passer les détails, mais Charles Lallemand versus Paul Painlevé, on voit qu'on oppose les positionnements de l'Académie des sciences et du Bureau des longitudes. Vous avez le Bureau des longitudes versus le gouvernement, le Bureau des longitudes versus l'Académie des sciences, par le biais de Painlevé, entre autres, l'Académie des sciences contre l'Académie des sciences. Il y a plusieurs logiques institutionnelles qui se mettent en place, et on sent que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais ça dépend bien sûr des positionnements politiques aussi des personnes. Donc pour résumer, le Bureau des longitudes fait de l'EuroDT un enjeu important et essaie de respecter son rôle historique. Le point de vue du gouvernement est plus pragmatique. Et donc, en fait, tout le projet du BDL, c'est d'affaiblir le projet gouvernemental. Hein. Il y parvient pas tout à fait, mais il arrive à stopper l'institution automatique de ce changement d'heure. Et donc, ça occupe des pages et des pages de discussion dans les séances du mercredi. L'année 1917, c'est l'année de la préparation de l'après-guerre, où en fait, on voit très très nettement que cette question de l'après-guerre commence à se poser très nettement chez les acteurs. Voilà. Alors vous voyez ce discours de Picard, hein. Il a fallu, si je ne me trompe, une douzaine d'années après la guerre de 70 pour que des relations scientifiques reprennent avec l'Allemagne. Par quel coefficient faudra-t-il multiplier ce nombre après le cataclysme actuel? Vous voyez. Alors, ce qui est assez intéressant, à mon point de vue, c'est que à partir de cette date, on voit apparaître une invocation patriotique de l'histoire des sciences. Voilà. Et ça commence avec, alors je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais des acteurs écrivent au bureau. Les séances commencent toujours par la lecture des correspondances reçues. Et il y a des personnes qui écrivent en demandant par exemple quel a été le premier savant français à avoir confirmé les idées de Copernic. Vous voyez, et donc ça commence comme ça. Et puis, à un moment, en janvier 1917, il y a toute une discussion qui commence avec Andoyer, qui s'élève contre la trop grande part qu'on attribue généralement à Gauss au sujet de la méthode qui sert à la détermination des orbites. Et puis Bigourdan, il va aussi de son affirmation. Il affirme que cette conception biaisée a permis aux Allemands de dire à tort que la découverte de l'Amérique était due à leur science parce qu'ils avaient enseigné aux Portugais l'art de la navigation. Voilà. L'Allemand se plaint des plagiats d'Erlmer au sujet de la détermination du niveau moyen de la mer, etc. etc. Picard est très actif, bien sûr, dans cette polémique. Et donc, ce n'est pas un épiphénomène, c'est vraiment un truc qui va revenir régulièrement au cours des séances, hein, jusqu'en 1918. Et il y a un enjeu majeur, c'est la réappropriation de l'histoire de l'astronomie française. Et dans cette histoire-là, il y a Bigourdan, bien sûr, qui va avoir un rôle important, puisque ça va être un des premiers historiens du Bureau des longitudes. Et donc, il met en place un programme qu'il avait commencé avant la guerre, quand même, hein, sur les observatoires de Paris au XVIIIe, les anciens membres du bureau, les observatoires du bureau, l'histoire du bureau, les collections patrimoniales du bureau, et notamment leur protection, parce que ces instruments sont faits avec des métaux précieux. Et à un moment, justement, on essaye de récupérer les métaux précieux pour les besoins de la guerre. Et donc, on va essayer de protéger les instruments. Voilà. Ce qui est marquant, c'est que quand on regarde avant la guerre, ce souci patrimonial, il n'est pas là, en tout cas, il n'est pas présent de manière nette. Il y a encore des débats concernant l'heure légale universelle au sein des navires sur tout le globe. Alors là, c'est plus la question de l'heure d'été, c'est vraiment comment harmoniser l'heure sur les bateaux, voilà, notamment entre les pays alliés. Donc Renault va avoir un rôle vraiment important sur la question de savoir comment on peut régler l'heure à bord des navires. Donc il a un projet d'instauration d'un système d'heure légale universelle au sein des navires sur tout le globe, qui consiste à substituer sur tous les navires français l'heure du système universel des fuseaux horaires à l'heure vraie. En 1917, le service hydrographique se charge de réaliser la carte des fuseaux horaires. L'amirauté fait savoir qu'elle a donné satisfaction au Bureau des longitudes en avril, en rendant réglementaire l'heure des fuseaux dans la marine nationale. Et donc il y a une conférence de l'heure en mer à Londres en 1917 à laquelle Renault assiste.
Et les propositions de Renault sont acceptées par l'amirauté britannique, voilà. Et donc c'est un succès de ce point de vue-là. Donc le seul bémol, c'est que l'amirauté britannique n'adopte pas leur DT en haute mer. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a un rôle très très important de Renault, qui sera après la guerre un des piliers de l'International Hydrographic Bureau en 1921. Voilà. La question de la centralisation des données astronomiques revient aussi cette année-là. Bayot signale que depuis la guerre, c'est l'Observatoire de Copenhague qui donne les renseignements que fournissait autrefois le bureau installé à Kiel. On cherche une solution pour que les astronomes français soient libérés de toute ingérence allemande. Voilà. Et alors Bayot propose de créer un bureau de renseignement indépendant de celui de Copenhague. Donc il pense que cette proposition ne susciterait pas de résistance de l'Angleterre et des États-Unis. Donc on essaie de trouver une voie de contournement pour avoir des informations astronomiques. Une fois de plus, Lucien Poincaré est favorable à cette organisation, mais il ne faut pas que ça crée de problèmes diplomatiques. Voilà. Alors je vais passer sur les détails, mais en fait, au final, au sein des membres du Bureau des longitudes, on décide de mettre en place une circulaire envoyée à plusieurs observatoires étrangers, bien choisis bien sûr. Donc on fait une liste de 88 observatoires et on envoie cette circulaire en leur demandant de participer à la diffusion des informations astronomiques, mais en écartant bien sûr les puissances ennemies. On reçoit des réponses, vous voyez, Rome, Turin, etc. Et ça donne lieu à des échanges. Alors je vous ai mis quelques extraits, voilà. La circulaire dont je viens de vous parler, dit Picard, doit manifester la volonté formelle des astronomes français de ne plus rien recevoir de l'Observatoire de Copenhague en tant qu'intermédiaire de Kiel. Donc toujours ce rapprochement dont je vous parlais. Aucune communication de ce genre ne peut être tolérée. Lecointe, c'est un Belge qui est en exil à Paris. Il faut se méfier de certains pays neutres qui se servent de cette neutralité pour servir les intérêts des puissances centrales. Fournier, le but est d'évincer l'Allemagne, mais pour y parvenir, il faut agir prudemment. Voilà. Voilà, donc manifestement, cette question, c'est une question scientifique, mais c'est bien sûr aussi une question de diplomatie scientifique. Il y a un enjeu majeur aussi pour l'après-guerre, c'est l'étude des petites planètes. On était largement dépendant en France pour l'étude des petites planètes, d'après ce que j'ai compris, des informations allemandes. Et donc on essaie une fois de plus de contourner ce déficit. Et donc Bayot propose en juillet un projet d'organisation des travaux d'observation astronomique pour l'après-guerre à l'observatoire. Et donc, on envisage de mettre à contribution l'observatoire d'Alger et puis le château observatoire d'Abadia. Bon, je passe sur les détails. Voilà. Mais l'idée, c'est toujours de contourner, bien sûr, Berlin. Et puis, il y a quelques affaires militaires qui interviennent aussi cette année-là, et notamment la collaboration de Delambre avec Jouhandeau pour la constitution d'un mortier de tranchée de 75 mm que vous voyez là, et puis quelques débats, notamment sur la contribution de Bigourdan sur la propagation à grande distance de l'onde de la bouche du canon. Et donc progressivement, il n'y a pas énormément de discussions scientifiques dans les années que j'ai traitées jusque-là. On voit que les questions scientifiques reviennent, toujours avec cette dimension internationale, ou de contournement aussi, bien sûr, des puissances centrale, mais dans le même temps, la science revient de manière un peu nette. L'année 1918, alors c'est l'année de la reprise en main, où là, manifestement, on est vraiment très très actif. Et donc l'histoire des sciences revient. Voilà. La question de la préservation du patrimoine. On se pose la question de la sauvegarde des procès-verbaux du Bureau des longitudes. Donc on se dit qu'on a quand même affaire à un trésor et il faut savoir ce qu'on va en faire. Donc on a vraiment une stratégie active pour le faire, pour protéger cette source. Bigourdan continue à mener des travaux historiques. Voilà. Il est un des premiers à faire une liste vraiment solide des membres. Il étudie les changements de statut du bureau. Il écrit énormément de choses autour de l'histoire du bureau. Voilà. On travaille sur la correspondance entre Euler et Delisle. On déplace à Clermont-Ferrand les collections de l'Observatoire de Paris pour les protéger des bombardements. Et puis, on essaye justement de résister aux réquisitions de métaux précieux. Voilà. Il y a des affaires militaires. Bon, je vais passer, c'est des questions qui sont liées au bombardement qu'on peut entendre depuis Paris, c'est pas essentiel. Voilà.
Et puis, comme je vous le disais, les discussions scientifiques reprennent. Et là, manifestement, on se remet un peu au travail quand même. C'était pas très net. Hein. On ne parle plus uniquement de la refonte de l'annuaire du bureau des longitudes en comptant le nombre de pages. Hein. On s'intéresse à la mesure du temps, le diamètre du Soleil, l'observatoire solaire dans le massif du Mont Blanc, voilà, la résistance de l'éther sur les corps en mouvement. On parle même d'Einstein à un moment. Voilà. Les progrès et reculs internationaux du système des poids et mesures, vous voyez à peu près. Hein, même la question de la bibliographie revient, mais toujours avec cette préoccupation constante d'écarter les savants allemands et les puissances centrales, et surtout de se méfier toujours des pays neutres. Et puis, il y a la question de la reprise en main de la science internationale, et là, c'est à partir de juillet 1918. Là, de toute façon, on approche bien sûr de la fin de la guerre. Alors, toute la question, c'est une question entre la France et l'Angleterre. Hein. Est-ce qu'on peut encore travailler avec les savants des puissances centrales dans les instances scientifiques internationales ? La Royal Society se pose la question des associations scientifiques internationales existantes et une convention interacadémique est prévue à Londres en octobre 1918. Donc là, vraiment, on prépare l'après-guerre. Hein. Picard milite pour que le futur traité de paix annule toutes les conventions existantes. Hein, c'est vraiment son projet auquel il tient. L'Allemand va évoquer les positions allemandes, notamment celle de von Plato, qui est membre du comité des poids et mesures. Et grosso modo, la question, c'est de savoir si pour les poids et mesures, on peut se passer des Allemands. Hein. Voilà. Le 10 juillet, au final, il y a une grosse déception parce que la Royal Society se défausse concernant la décision à prendre. Grosso modo, l'argument de la Royal Society, c'est le suivant. Hein. Les associations internationales d'avant-guerre émanaient du Bureau des longitudes. C'est donc à lui de se prononcer sur la question de l'élimination des membres des nations ennemies des futures associations. Voilà. Et donc, le Bureau des longitudes ne sait pas trop quoi en faire de ça. Hein. Donc, il n'y a pas forcément unanimité concernant ces questions. Alors, il y a quelques extraits qu'on peut regarder en vitesse. Picard, il ne faut pas s'enferrer dans de mauvais arguments diplomatiques. La question essentielle est, l'association peut-elle se passer du concours austro-allemand? Si c'est le cas, on l'élimine. Hein. C'est quasiment ces termes. Hein. Lecointe souligne quand même une subtilité juridique. Certaines associations scientifiques internationales n'avaient pas été ratifiées par les États participants au droit international des anciennes associations. Donc, on peut faire ce qu'on veut de ce point de vue. Les apports des puissances centrales sont assez limités. On devrait pouvoir le faire sans elles. Voilà. Le problème, quand même, c'est que le droit international joue, et Picard, même s'il est pour l'élimination de la participation allemande, il dit qu'il y a certaines autres associations internationales qui ont fait l'objet d'une ratification diplomatique, et dans celle-ci, il faudra bien faire sortir les Allemands. Voilà, donc il y a un certain nombre de débats autour de ces questions. Au final, cette conférence interacadémique de Londres a lieu du 9 au 11 octobre 1918. Il y a notamment Picard qui assiste. Donc on met en avant la décision de liens étroits pouvant aller jusqu'au fusionnement complet entre les différentes associations relatives aux mêmes sciences. Il y a une motion de Bigourdan qui est relative à la centralisation des renseignements utiles aux missions astronomiques qui est adoptée. On discute de la bibliographie scientifique et de la reprise justement de cette internationale bibliographique qui fonctionnait quand même pas mal avant la guerre. Mais Picard intervient encore. On devra à l'avenir pousser les jeunes gens à adapter à nos besoins les livres allemands les plus importants et leur donner une tournure française afin de rester tributaires le moins possible de la librairie d'Outre-Rhin. Voilà. Donc c'est une constante. Il y a un point qui, à mon avis, est très intéressant, qui est discuté aussi dans les procès-verbaux, c'est la question du statut des sciences appliquées en relation avec les pays neutres. Alors pour Picard, ce n'est pas du tout le même problème, parce que les sciences appliquées, il y a un rapport à la défense. Voilà. Et donc, on ne peut pas, bien sûr, faire deux poids, deux mesures, ou en tout cas avoir le même point de vue concernant cette question des sciences appliquées. Et puis arrive vraiment l'extrême fin de la guerre, et là, bien sûr, il y a une question qui se pose, qui est très très nette, et dont s'empare très rapidement le Bureau des longitudes. Et à votre avis, c'est laquelle? Pardon? Non, alors c'est plus l'heure. Non, vous voyez pas? J'ai fait exprès de mettre l'Est républicain, c'est pas par chauvinisme. Oui, et Strasbourg. Voilà, donc la reprise en main de Strasbourg. Voilà. Là, c'est vraiment pour la fin de la période que j'ai étudiée. On se pose la question alors, de l'inventaire des collections des établissements de Strasbourg. Il y a eu un investissement massif financier des autorités allemandes dans cette université. Voilà. Et donc, la potentialité de récupérer ce joyau, au-delà de récupérer Strasbourg, c'est vraiment très, très discuté.
Alors, on associe Edmond Rothé, qui n'est pas au bureau des longitudes à l'époque, hein, à ce processus de l'inventaire des collections. Il y a une délégation sur l'état de l'Université de Strasbourg qui est mise en place. Elle est composée notamment des doyens de l'Université de Paris et de Paul Appel. Et Bigourdan, on le charge de faire un rapport sur la sismologie. Et donc, l'Institut de sismologie, qui va être dirigé par Edmond Rothé après la guerre, c'est lié à cette histoire-là. Hein. Et donc, il y a beaucoup de discussions dans les procès-verbaux sur l'idée de la nécessité, surtout, de perpétuer le financement massif de Strasbourg, hein, qui, d'après eux, était financé à hauteur de 2 millions de marks par an avant la guerre. Vous voyez. Et donc là, il y a une mobilisation vraiment importante hein, d'un certain nombre de membres. Et bon, bien sûr, Paul Appel, c'est pas anodin, puisqu'il était d'origine alsacienne. Hein. Voilà, alors pour conclure, ce que j'ai essayé de vous montrer, alors d'un point de vue un peu descriptif quand même, hein, c'est que le Bureau des longitudes a du pouvoir. En tout cas, on peut se poser la question du pouvoir dont il est doté. C'est un relais académique essentiel à côté de l'Académie des sciences, et donc on voit bien que ce qui est intéressant avec cette source, c'est que ça complète, ça ne contredit pas, mais ça complète toutes les choses qu'on peut voir de manière publique dans les procès-verbaux de l'Académie des sciences, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Ça donne un autre éclairage aussi sur les positionnements, parce que la parole qui s'exprime dans les procès-verbaux, ce n'est pas tout à fait la même que celle qui s'exprime dans les publications. Donc on a une parole un peu plus libre, et donc ça permet de compléter certaines informations. Ce qui est très net quand même, c'est qu'on a un acteur qui est international de premier plan quand même pendant la guerre. Hein, manifestement, il y a des débats au sein de la Royal Society pour reconstituer son board of longitude durant la guerre, et on s'en fait l'écho justement au sein du bureau. Hein. Donc c'est un relais scientifique et technique capable d'influencer le travail gouvernemental, hein, notamment pour l'heure d'été, vous l'avez vu. Mais la question, bien sûr, c'est de savoir qui a du pouvoir dans cette histoire. Est-ce que c'est l'institution elle-même, ou est-ce que ce sont les membres qui, individuellement, sont au centre de multiples réseaux et qui dirigent des services essentiels pour l'administration de l'État et de la guerre? Et là, manifestement, le poids des individualités est très très grand. Le fait que certains de ces membres soient dans des positionnements militaires joue certainement beaucoup. Et donc ça pose la question de l'interaction entre les partis et l'institution. Hein, voilà. Et puis, pour conclure, il y a une discussion qui apparaît au sein du bureau autour d'un ethos collectif de ses membres durant la guerre. Hein. À un moment, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est vers 1917, il y a la question de la signature des notes dans l'annuaire. On se pose la question de savoir si on doit signer les notes dans l'annuaire. Voilà. Au moment où parce que les articles sont signés, et donc Picard, lui, il aimerait bien imprimer un esprit d'unité institutionnelle en gommant les références aux individus. Vraiment, c'est l'idée d'une science non individualisée, hein, impersonnelle par certains côtés, en tout cas pas personnifiée. Voilà. Il y a un débat assez vif entre les partisans de l'anonymat, notamment Bayot et Picard, et ceux qui pensent qu'il faut laisser les auteurs s'exprimer et dédouaner ainsi le bureau contre les critiques éventuelles. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment un élément structurant où on voit que les membres du bureau se pensent institutionnellement. Voilà, où ils essayent d'imaginer une coalition institutionnelle. Mais ce n'est pas si net que ça, parce que vous voyez bien que les individualités comme celle de Picard, elles sont vraiment aussi extrêmement importantes. Voilà. Ben, j'ai fini. Merci de votre attention. J'ai réussi à ne pas vous endormir. Ça va ? Oui. Je crois que ça a continué. Aucune discussion ? Je ne suis pas allé regarder après. Voilà. Non, je me suis arrêté en 1919, j'avoue. Donc je pense que ça revient ensuite, mais là je ne peux pas te le dire pour l'instant. Voilà. Ouais. Il y a une vraie question entre le rapport entre le bureau des longitudes et les autres établissements de l'Académie des sciences. Oui. L'Observatoire de Paris. Ah bah, de toute façon, c'est les mêmes gens. Hein. C'est les mêmes gens. Ah, pratiquement, oui. Et en fait, ma question, c'est
Oui, je comprends ta question, c'est une vraie difficulté. Ah oui, c'est... Bah, non, mais je crois que j'en ai pas en fait. C'est un peu malheureux, mais parce que ça renvoie au statut du bureau des longitudes, c'est-à-dire les membres sont très actifs par leur rattache institutionnelle dans d'autres institutions. Voilà, et donc ça passe par l'Académie des sciences, ça passe par l'Observatoire de Paris, il y a le service de géographie, voilà. Il y a aussi, on ne parle pas trop d'instruments scientifiques dans la guerre, voilà. Donc effectivement, il y a de multiples... Il y a les tutelles du ministère aussi, voilà. Donc la question, c'est de savoir au nom de qui ou de quoi parle le bureau. Et lorsqu'une personne s'exprime, est-ce qu'elle s'exprime au nom du bureau ou est-ce qu'elle s'exprime en tant que membre du bureau qui a par ailleurs la responsabilité de l'Observatoire de Paris, Bayeux, voilà. Et donc on voit que les positionnements sont très variables. Alors je pense que c'est quasiment des cas individuels, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que justement cette discussion autour de l'anonymat là, que tu vois là me semble intéressante parce que c'est vraiment le moment où on se pose la question de se dire, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, on s'envisage comme une institution avec peut-être pas un esprit de corps, mais l'idée d'une collectivité. Voilà. Ouais. Ouais. À l'époque, non. Non, non. Je n'ai pas vu passer ça sur la période. Alors, ça doit être juste après. Hein. Donc, au moment où j'ai fait ces recherches, moi, on n'avait pas les transcriptions. Donc, travailler sur les images, c'est vraiment compliqué. Alors maintenant, on les a, je pourrais regarder, ça, c'est pas difficile. Oui, mais effectivement, tes questions sont tout à fait pertinentes. Hein. Mais bon, après, il y a le poids de Picard aussi. Il s'exprime beaucoup. Bon, il y a aussi il y a un manque aussi peut-être du point de vue documentaire, c'est que les correspondances qu'on ouvre au début des séances, on ne les a pas. Voilà, et donc on ouvre les correspondances, alors de temps en temps il y a 2-3 lignes, on nous dit on a ouvert telle correspondance, donc des tas d'éléments de complément, alors ça ne va pas répondre à ta question, mais des tas d'éléments de complément qu'on pourrait espérer avoir ne sont pas dans les procès-verbaux. Alors on les a retrouvés, ils dormaient dans des caisses. Enfin, on est à peu près sûr qu'on a retrouvé une partie des pièces là. Donc, c'est une parole qui est filtrée malgré tout. Hein. Mais c'est pas une parole. Alors c'est pas une parole publique, mais c'est une parole moins publique que celle qu'on peut trouver dans les comptes rendus de l'Académie des sciences ou dans les institutions académiques. Donc, parce que c'est un petit club. Voilà. Passer de discussions sur de nouvelles fonctions potentielles du bureau liées aux évolutions technologiques, par exemple l'aviation. Eh ben non. En fait, moi j'espérais, quand j'ai commencé à lire tout ça, je me disais je vais trouver des trucs là-dessus, je vais trouver des choses sur les débats politiques de l'époque. J'espérais, alors pas pour cette période-là, parce que j'ai commencé à lire pour les années 1894-1910, j'espérais trouver l'affaire Dreyfus. Voilà, mais manifestement non. Et donc pour les questions technologiques, en tout cas pour cette période-là, il n'y a vraiment rien. Vraiment, je ne pense même pas avoir vu passer l'aviation. Parce qu'il y a Ferrier qui passe un moment, mais c'est sur la question de la détection par le son, c'est pas sur... Ah oui, c'est la détection par le son. Donc toute la question de ces nouvelles technologies sont à peine évoquées. De ce point de vue, c'est très décevant. Je m'attendais à ce que justement on ait vraiment beaucoup de détails là-dessus. Surtout étant donné les acteurs, et là, la TSF, tout ça, c'est à peine évoqué. Un tout petit peu quand même, mais c'est vraiment pas essentiel. Hein. Ah, oui. Est-ce qu'il y a une trace, ça ne paraît pas a priori, de la mobilisation scientifique organisée par Palvé à partir de 1915 Et effectivement, il y a normalement une mobilisation, notamment des mathématiciens massive. On a besoin notamment de calculateurs pour calculer les tables de tir, etc. Et on sait que ça s'organise. Oui, bien sûr, oui. Les inventions, et ça ne traverse pas. Non, ça ne traverse pas, ça ne filtre pas de ce côté-là. C'est vraiment. Il y a des calculateurs, oui. Alors il y en a certains qui sont au front, mais qui sont plutôt protégés, qui sont partis à l'armée. Voilà. Mais. Calculer là, des choses, justement pour
on ne sait même pas ce qu'ils calculent. Moi, j'ai aucune information là-dessus. Alors Guy peut-être a trouvé des choses, voilà, mais il ne m'en a pas parlé en tout cas. Mais dans cette source-là, en tout cas, il n'y a vraiment aucun détail sur ça. Mais bon, il n'y a pas que des mathématiciens dans mon histoire, donc tous ont une formation mathématique, hein, mais on est dans une population. Voilà. Exactement, oui. Ces gens-là, normalement, devraient être... Oui, oui. Non. Vraiment aucune trace. C'est vraiment très surprenant. Alors, on espère que c'est justement dans les documents annexes, parce que les courriers du ministère qu'ils ouvrent, parce qu'il y a certainement des réquisitions ou autres, quand on réquisitionne le platine, etc., on n'a pas les sources. Voilà. Donc on peut les retrouver ailleurs, par ailleurs, hein. Il faudrait faire des recherches dans d'autres fonds d'archives, notamment aux archives nationales. Mais là, pour le coup, là, ça n'apparaît vraiment pas. Donc c'est une parole un peu lissée. C'est pas lisse, mais en même temps, c'est un entre-deux, entre un discours un peu privé et dans le même temps quelque chose qui est très lissé. Alors je ne sais pas si c'est un artefact ou si c'est lié simplement à une volonté de laisser de côté des pièces qui seraient peut-être un peu essentielles. Les académies des sciences organisent des commissions spécifiques. Ouais. Là, il n'y a pas Non. de commission spécifique. Non. Donc en fait, c'est décevant par certains côtés, mais ça complète certains éléments de débat, c'est ce que j'ai essayé de montrer, mais dans le même temps, on pourrait s'attendre à plus et on n'a pas plus que ça. Oui. Et alors, j'ai pas encore tout exploré, mais j'ai un peu regardé du côté de la guerre de 70. Et manifestement, il n'y a pas énormément de détails sur. Alors, c'est pas du tout la même époque, c'est pas le même conflit, mais il n'y a pas énormément de détails non plus de ce genre de choses. Après, c'est des gens comme Appel et tous se mobilisaient par ailleurs auprès de l'académie des sciences. Exactement, oui. Ils ne peuvent pas être. Ah, oui. Est-ce que ça ferait peut-être de l'emploi? Alors c'est une institution de plus, c'est peut-être pas la plus essentielle, voilà, mais oui. Merci encore, Laurent. Ben, merci.